Bonjour. Donc, dans les prochaines 15 minutes, on va recouper certains éléments que Dr. Kissick a mentionnés sur les commotions, mais surtout comment on évalue les commotions cérébrales. Juste pour commencer, un petit questionnaire qui est tiré d'une étude qui a été faite aux États-Unis auprès de 250 entraîneurs, où on leur avait soumis une liste de symptômes qui devaient identifier si oui ou non ces symptômes étaient associés aux commotions. Le point important, c'est que c'était des entraîneurs quand même avec de l'expérience, 3 à 8 ans d'expérience au niveau du coaching. Seulement la moitié d'eux ont été capables d'identifier les symptômes qui étaient reconnus identifiés aux commotions cérébrales. Et ceux qui ont réussi à les identifier étaient des entraîneurs qui avaient déjà participé à des séminaires sur les commotions cérébrales. Donc, les journées comme aujourd'hui sont très importantes pour les entraîneurs, les parents, les athlètes, pour nous permettre à mieux identifier les commotions cérébrales. Peut-être aller au niveau des vidéos. Quelques vidéos que je vais vous montrer. Les commotions, Dr. Kissick en a parlé. Est-ce qu'on peut le reprendre? On ne l'a pas vu. Ça peut être des coups directs, comme on vient de voir. On peut passer au prochain. Ça peut être parfois... Oups! Il faut cliquer sur 2002. On va juste aller à la fin. Donc ça, c'est lors de la finale aux Olympiques en 2002. Juste vous montrer que parfois, des commotions peuvent arriver dans des moments inattendus et des moments de joie. On y arrive, ce ne sera pas long. 5-12. Voilà, juste après ça. On peut aller au dernier, au prochain. Et parfois dans des mises en échec avec des séquelles plus sévères. Donc, comment évalue-t-on les commotions cérébrales? 3 règles, quant à moi, au niveau de l'évaluation. Règle numéro 1, il faut avoir un haut indice de suspicion. On l'a vu, parfois c'est simple, c'est facile, l'athlète a eu un coup direct, et oui, c'est évident, il y a une commotion cérébrale. D'autres fois, ce n'est pas si évident que ça, il faut être capable de bien questionner. Dr. Kissick l'a mentionné, pour moi, le point le plus important et le message qui doit passer, c'est qu'il n'est vraiment pas nécessaire de perdre conscience pour avoir une commotion cérébrale. Deuxième règle, il faut être structuré. Idéalement, il faut avoir un examen de base. On va voir tout à l'heure avec le SCAT, on peut évaluer nos athlètes, avoir un petit peu une idée comment ils sont au niveau cognitif, au niveau mémoire, au niveau symptômes, et de là avoir un élément de comparaison pour une évaluation future. Règle numéro 3, les commotions cérébrales se présentent de différentes façons chez différentes personnes. Dr. Kissick l'a mentionné, on peut avoir des atteintes au niveau symptômes, donc des signes physiques. On peut avoir des atteintes au niveau cognitif et aussi on peut avoir parfois seulement un changement de comportement, donc une atteinte, on dit au niveau émotionnel, avoir un athlète qui est plus dépressif, qui a un changement d'humeur, qui a un changement de comportement. Donc, ces sphères-là doivent être toutes évaluées parce qu'un athlète peut présenter une atteinte dans chacune des sphères, mais un athlète peut présenter des atteintes dans une seule des sphères aussi. Je présente le SCAT-2, vous l'avez tous dans votre document. C'est le nouvel outil qui a été tiré du consensus de Zurich. Le SCAT regroupe un ensemble de tests qui évaluent les différentes sphères que je viens de mentionner. On va passer un petit peu plus en détail chacune des sections. La première, c'est l'histoire clinique. À chaque fois qu'un athlète est référé à un médecin ou le personnel médical, on doit faire une bonne histoire, donc être capable de voir est-ce que c'est sa première commotion, est-ce qu'il y en a déjà eu dans le passé, est-ce que c'est des commotions répétées qui arrivent de plus en plus facilement à des coûts de plus en plus petits, est-ce qu'on est avec quelqu'un qui reste avec des symptômes plus longtemps, est-ce que l'équipement porté était adéquat, quel est le type de coup qui a amené les symptômes de commotion et quel type de joueurs faisons-nous face. Dr. Kissick vous a présenté ces différents facteurs qui ont été énumérés lors du consensus de Zurich, qui vont nous, quant à nous, du côté médical, nous donner un indice. Est-ce qu'on est face à un athlète qui est peut-être maintenant plus fragile, plus susceptible au niveau des commotions? Est-ce qu'on est face à un athlète où il faut être un peu plus prudent, peut-être prendre un petit peu plus de temps pour le retourner au jeu, ou carrément face à un athlète qu'on doit recommander de ne plus faire de sport de contact?
Premier élément, et c'est quant à moi l'outil le plus facile, le plus simple, le plus utilisable par tout le monde, que ce soit les entraîneurs, les parents et les athlètes eux-mêmes, c'est l'échelle des symptômes post-commotionnels. Cette échelle décrit on retrouve plusieurs symptômes. Vous les voyez, étourdissement, céphalée, sensibilité à la lumière, troubles émotionnels, difficultés de concentration, difficultés de mémoire. Oui, plusieurs de ces symptômes peuvent être rencontrés dans la vie courante, de là l'importance quand c'est possible de faire un examen de base. Mais à chaque fois qu'on utilise cette échelle-là, donc il faut aller plus que juste demander à l'athlète « est-ce que tu as mal à la tête ?» Il faut demander à l'athlète « est-ce qu'entre 0 et 6, où tu situes un mal de tête? » Rarement, les athlètes vont nous marquer 0. C'est possible. C'est sûr qu'on dépend de ce qu'ils vont nous dire et de la vérité qu'ils vont nous donner. Mais je vous dirais, règle générale, il y a une étude qui avait bien démontré que si on utilise une échelle de symptômes gradés comme celle-ci, on va avoir beaucoup plus de réponses positives que si on utilise seulement une question oui ou non. Sur le jeu, Dr. Kissick va y revenir, on va aussi souvent évaluer la mémoire et l'orientation. Encore là, des études ont démontré que les questions relativement au sport, donc à quelle partie on est, à quel endroit on joue, quel est le score actuel du match, sont beaucoup plus sensibles pour détecter des troubles de mémoire et d'orientation que les questions classiques, quelle est l'heure, le jour, la date, l'année, le mois. L'autre section, on tombe dans les tests plus cognitifs, que vous allez retrouver dans le SCAD-2 dans la deuxième page en dessous de SAC, qui est un ensemble de tests tirés de tests neurocognitifs qui ont déjà été bien validés, qu'on a abrégés pour pouvoir les utiliser en clinique. Le premier test, c'est un test de mémoire avec des mots, donc on lit des mots à l'athlète et on lui demande de nous les répéter. Et 5 minutes plus tard, on redemande à l'athlète de nous répéter les mots qu'on a lus sans lui relire à ce moment-là. Le deuxième test, c'est les nombres à rebours. Les nombres à rebours, dans toutes les études au niveau des commotions, est le test le plus sensible pour détecter les commotions cérébrales. C'est un test où on lit des chiffres à l'athlète et on lui demande de nous les redire à l'envers. La majorité, dans les standards, on dit qu'environ 90 % de la population devrait être capable de faire jusqu'à 6 chiffres à l'envers. Quelqu'un avec une commotion cérébrale, très rarement, va faire 3, 4, 5 chiffres, c'est exceptionnel. Encore là, oui, d'avoir un test de base va nous permettre de savoir quelle est l'habilité de cet athlète-là, mais va aussi nous permettre de comparer et quand on le suit dans le temps, d'avoir un indice de comparaison pour voir est-ce qu'il est revenu à sa normale à lui. Le test d'équilibre, le BEST, si on peut aller aux vidéos, est un test qui a été validé pour évaluer l'équilibre. C'est un test où on demande à l'athlète de maintenir 3 positions. D'abord, pieds joints, mains sur les hanches, yeux fermés. Et on évalue à ce moment-là le nombre de fois que l'athlète manque la position. On va compter le nombre d'erreurs jusqu'à un maximum de 10 erreurs. On peut changer au prochain? Donc, la première position, pieds joints. Deuxième position, on demande à l'athlète de se tenir sur une jambe, la jambe non dominante. Façon d'identifier la jambe dominante, on lui demande si tu as botté un ballon, avec quel pied tu le bottes. Et on prend la jambe opposée. Et on compte le nombre d'erreurs. Vous voyez, c'est une athlète qui avait eu une commotion. Elle quitte la position, elle perd son équilibre. Donc, on va compter pendant 20 secondes quel est le nombre de fois où l'athlète a manqué sa position. Et la dernière position, si on demande pied un derrière l'autre, et encore là, même chose, on observe quel est le nombre d'erreurs que l'athlète, combien de fois l'athlète va quitter la position demandée sur une durée de 20 secondes. C'est un test très sensible qui nous permet d'évaluer une autre sphère, donc au niveau de l'équilibre, et qui nous permet de suivre les athlètes dans le temps. Assez difficile de tricher. Quand les athlètes sont commotionnés et que l'équilibre est atteint, c'est certain, ils ratent ce test-là. Ici, c'est juste pour vous expliquer ce que je vous ai dit déjà. En clinique, c'est sûr qu'on va compléter cet examen-là par un examen physique, évaluant les différentes sphères pour s'assurer qu'on n'est pas face à une blessure plus compliquée au niveau des commotions. 2 autres tests qui existent, je vous présente ici, c'est un petit peu plus sophistiqué comme test. C'est les tests informatisés qui viennent encore là évaluer plus du côté neurocognitif et temps de réaction.
Il y a le test de Impact, je vous ai marqué l'adresse courriel et le code Sport. Impact est un test connu pour les gens de la Ligue junior majeure de hockey du Québec. La majorité des joueurs ont des tests de base avec l'Impact initialement. Donc, en résumé, comment évalue-t-on les commotions? Initialement, je recommande en dedans de 24 à 72 heures pour avoir l'accès à un médecin. On devrait avoir une évaluation médicale, avoir une histoire à ce niveau-là pour bien faire le tour, quelle est la problématique. Évaluer l'échelle de symptômes, première chose qu'on peut faire, ça peut être fait par tout le monde, mais le médecin, on le répète. Évaluer après ça l'état cognitif avec soit le SCAT-2, le McGilley's qui est un qu'on utilisait avant la traduction du SCAT, le SAC que vous avez qui est inclus dans le SCAT maintenant. Lorsque accessible, oui, on peut utiliser les tests informatisés. L'évaluation de l'équilibre avec le BES et bien entendu un examen neurologique plus ou moins. Cet athlète-là doit être suivi dans le temps. Habituellement, on va suivre avec l'échelle de symptômes tant aussi longtemps que les symptômes ne sont pas revenus à zéro. Et quand les symptômes sont revenus à zéro, on refait une évaluation cognitive pour voir à ce moment-là, est-ce que l'athlète est vraiment redevenu asymptomatique dans toutes les sphères. Quelques mots pour conclure sur quelle est l'évaluation en recherche ou quels sont les outils qu'on étudie encore pour nous aider à mieux comprendre et mieux détecter les effets d'une commotion. Plusieurs imageries, le potentiel évoqué, la spectroscopie, toutes ces imageries-là sont utilisées à recherche. Jusqu'à présent, nous ont donné beaucoup d'informations pour mieux comprendre ce qui arrive au cerveau, quel est le mécanisme, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lors d'une commotion cérébrale. Peu de cette imagerie-là est utile actuellement en clinique. On ne connaît pas encore la signification exacte sur les effets à long terme, sur les conséquences à long terme de ce type des lésions qu'on découvre ou des anomalies qu'on découvre au niveau de ces imageries-là. J'ai marqué marqueur sérologique, dépistage génétique. Ça aussi, il y a des recherches à ce niveau-là. Jusqu'à présent, malheureusement pour nous, il n'y en a pas de prise de sang qui nous permet de diagnostiquer une commotion cérébrale. Merci de votre attention.